Bonjour. Alors, nous avons au programme un quatrième et dernier chapitre dans ce cours de contrôle de gestion donc je vous rappelle, c'est un cours qui s'adresse aux étudiants du parcours gestion, semestre 6. Nous avons déjà vu le premier chapitre qui avait porté sur les coûts préétablis. C'est un travail préalable à l'élaboration des budgets. Dans le cadre de la démarche, bien de la séquence budgétaire, nous avons vu comment s'établit le budget et comment il est contrôlé, le budget des ventes. C'est le premier pivot, le premier budget ou bien le budget pivot à partir duquel sont élaborés les autres budgets. Nous avons vu également le budget de production et à partir du budget des ventes, on a établi le programme de production. Et sur la base du programme de production, nous avons calculé les besoins en composants, c'est-à-dire les matières nécessaires, les composants, les sous-ensembles à utiliser pour la fabrication. C'est à partir de ce calcul que nous allons donc chercher à gérer les approvisionnements de l'entreprise. Alors les approvisionnements, c'est sur le plan opérationnel, c'est la première étape dans l'activité de l'entreprise. Mais c'est la troisième étape dans le travail budgétaire, parce que l'entreprise n'achète pas pour acheter, sinon il risque d'avoir des stocks importants et le coût du stockage est une contrainte pour l'entreprise puisqu'il cherche à minimiser le coût du stockage. Et également au niveau des approvisionnements, la volonté de réduire le coût du stockage ne doit pas entraîner l'entreprise dans une pénurie, parce que la pénurie ou bien la rupture de stock a également des conséquences néfastes sur l'entreprise qui se mesurent indirectement à travers les ventes différées ou bien reportées, à travers les arrêts de production et ainsi de suite. Donc la gestion budgétaire des approvisionnements doit également gérer un certain nombre de contraintes. Quel est l'objectif principal de la gestion budgétaire des approvisionnements? Alors l'objectif principal, c'est d'assurer pour les matières achetées, donc les matières, les composants, les sous-ensembles, les fournitures achetées auprès des fournisseurs, assurer pour tout cela une gestion optimale des stocks en évitant la rupture qui a des conséquences sur la production et les ventes, et en évitant également le stockage, ou bien le surstockage, parce que ce surstockage génère des coûts supplémentaires pour l'entreprise, et la volonté d'avoir des coûts réduits nécessite donc une gestion optimale des stocks qui consiste à réduire autant qu'il est possible de le faire les stocks de matières et de composants. Alors dans la gestion budgétaire des approvisionnements, il convient de distinguer trois étapes. Chacune correspond à une phase dans la démarche budgétaire. La première phase et la première étape, c'est l'étape de prévision. La deuxième, c'est l'étape de la valorisation. Et puis la troisième, c'est l'étape de contrôle. Alors dans la phase de prévision, il s'agit de calculer les quantités à commander. Il s'agit de calculer les quantités à commander, et ce n'est pas n'importe quelle quantité, c'est des quantités optimales. Nous avons parlé au niveau du chapitre 3 du modèle de Wilson qui permet de calculer des tailles optimales des lots. Eh bien, nous allons utiliser ici le modèle de Wilson pour calculer la quantité économique. Et la quantité économique, c'est celle qui minimise le coût de gestion du stock. Et donc là, il faudrait donc calculer des quantités à commander en prenant en considération les contraintes que cherche l'entreprise à gérer, la contrainte liée au coût du stockage et la contrainte liée au coût de la pénurie. Et donc nous ferons appel ici à la gestion des stocks, à certaines méthodes qui permettent de minimiser le coût du stockage. Nous ferons appel également, ou bien nous aurons besoin de certaines informations préalablement, calculées, telles que le rythme des consommations, le délai de livraison, la cadence, et ainsi de suite. Au niveau de la phase de valorisation, il s'agit d'élaborer le budget des approvisionnements proprement dit, là où nous établirons, les commandes, les livraisons, leurs dates, l'état des stocks, à la fois initiale et finale, et ainsi de suite. Puis la phase de contrôle, c'est la phase dans laquelle nous aurons à calculer et à analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions, puisque l'efficience et l'efficacité nécessitent de mettre sous tension toutes les fonctions, y compris la fonction approvisionnement. Donc nous calculerons un certain nombre d'écarts dans la perspective de contrôler les approvisionnements, sauf que ici on peut s'ouvrir sur un certain nombre de ratios, un certain nombre d'indicateurs en dehors des écarts qui portent sur les coûts et les quantités. Nous verrons tout cela en détail au niveau de la troisième
sections. Et donc, première étape, première section, c'est la prévision des approvisionnements et la gestion des stocks. Alors, quel est le rôle principal de la fonction approvisionnement? Alors, dans la logique budgétaire, toutes les fonctions sont, je dirais, principales, dans la mesure où chacune des fonctions, je dirais, joue un rôle important au niveau sur le plan opérationnel. Il y a une interdépendance entre les fonctions. Pour pouvoir vendre, il faut pouvoir tout d'abord produire, et pour pouvoir produire, il faut préalablement acheter. Mais également sur le plan de la gestion, le programme des ventes dicte ou bien détermine le programme de production, et le programme de production détermine celui des approvisionnements. Donc le rôle principal de la fonction approvisionnement, c'est de fournir les matières, les fournir aux ateliers, aux différentes divisions où seront consommées les matières et les composants, de fournir ces matières et les composants en qualité, premièrement, en quantité, deuxièmement, suffisante, au moment voulu, troisième objectif, et au coût le plus faible possible. Et donc on voit ici le triptyque coût, qualité, délai, mais également il y a la contrainte de la disponibilité des quantités nécessaires. Donc il faudrait que les quantités livrées par le service approvisionnement aux différents ateliers, ou bien les quantités réceptionnées par le service approvisionnement auprès des fournisseurs doivent être suffisantes pour honorer le programme de production et en conséquence honorer le programme des ventes. Et donc le rôle de la fonction approvisionnement n'est pas moins important par rapport à la fonction vente et à la fonction production. C'est à ce niveau-là que se détermine le niveau de chargement des ateliers et également le niveau des ventes à réaliser par la suite. Tout retard au niveau des approvisionnements, tout dysfonctionnement au niveau des approvisionnements risque de se répercuter au niveau de la production. Il y aurait des arrêts, il y aurait des délais plus rallongés, et au niveau de la vente, il y aurait des ventes différées, sinon les clients qui risquent d'être un peu mécontents avec le retard de livraison et peuvent donc abandonner les contrats signés avec l'entreprise. Alors, pour que l'entreprise puisse faire face de la façon la plus facile possible à toute rupture de stock et donc aux arrêts de la production, il peut constituer des stocks. Il peut constituer un stock élevé, mais la constitution de stock, autant elle est importante pour se prémunir contre tout risque de rupture, autant il coûte en termes de coût de stockage, d'où l'importance d'arbitrer entre les deux objectifs, celui de protéger l'entreprise contre une rupture éventuelle, et donc on a besoin d'un stock de sécurité, ce que nous appelons par la suite un stock de sécurité qui permet de couvrir les besoins de production lorsqu'il y a un retard de livraison ou bien un problème externe à l'entreprise. Et également, le stock doit être géré de façon optimale pour que le coût soit, je dirais, limité dans une certaine mesure. Et donc, le stock, il gère par nature un coût de stock, et l'un des objectifs de la fonction approvisionnement, c'est de réduire le coût du stock. Et donc, pourquoi la gestion du stock ici au niveau des approvisionnements? Parce que un grand stock de matières et de composants permet certes de couvrir le risque d'une rupture éventuelle, mais en conséquence et en contrepartie, il génère un coût du stock, et l'entreprise doit arbitrer entre, je dirais, le risque de pénurie et donc avoir un stock suffisamment important, et la contrainte de réduire le coût de stock et donc avoir un coût le plus faible possible pour que le coût de stockage soit maîtrisable. D'où l'importance de la gestion des stocks ici au niveau des approvisionnements. Et donc, la gestion des approvisionnements, il est naturellement lié à la gestion des stocks, puisque l'importance pour les approvisionnements, c'est de détenir un stock, mais un stock qui couvre un risque de rupture, et un stock, je dirais, qui génère un coût que l'entreprise peut supporter dans les limites, je dirais, de ces contraintes liées aux ressources. L'objectif de la fonction approvisionnement, donc, c'est de minimiser, à côté de maintenir un stock de sécurité rassurant, il a besoin, donc l'objectif pour l'approvisionnement, c'est de minimiser le coût du stock, et donc nous aurons à calculer un coût du stock à ce niveau-là. Alors, quels sont les coûts générés par les stocks? Nous avons dit que le fait de posséder un stock génère un coût. Est-ce que le coût est lié aux entrepôts que nous allons mobiliser, au gardiennage, à l'assurance, à l'entretien, ou bien est-ce qu'il y a d'autres coûts? Bien sûr qu'il y a plusieurs types de coûts générés par les stocks, et ces coûts, on peut les regrouper en trois grandes catégories, donc trois types
de coûts liés au stock. Premièrement, c'est le coût d'obtention des commandes. Lorsqu'on passe une commande, eh bien, le compteur il fonctionne, il y a des charges, le coût de l'appel, le coût de l'entretien avec un fournisseur, le coût de négociation, le coût de sélection, le coût d'un voyage, et ainsi de suite. Et donc, il y a un coût d'obtention. Le deuxième coût, c'est le coût de possession. Vous avez passé la commande, eh bien, il faut se préparer à la réception et donc à la possession, à la détention du stock. Et là encore, il y a un coût à supporter. Et le coût de l'insuffisance, la troisième forme de coût, c'est le coût de l'insuffisance de stock. Si les stocks sont insuffisants, c'est-à-dire qu'il y a rupture pendant une certaine période, eh bien, il faut s'attendre à des répercussions au niveau de la production. Il y aurait donc les arrêts de production avec les charges fixes qui sont toujours là. Il y aurait des méventes, puisque le client ne sera pas livré comme voulu, comme fixé au niveau des livraisons. Sinon, il y aurait abondant, je dirais, de certaines ventes par les clients, ceux qui sont pressés et qui ne peuvent pas attendre les délais rallongés de l'entreprise. Alors, quelques exemples de coûts d'obtention des commandes. Il y a le coût du courrier, le coût du téléphone, le coût du contrôle des réceptions, et ainsi de suite. Plus le nombre de commandes est élevé, plus les charges sont importantes. Donc, pour réduire le coût d'obtention de commandes, il suffit de passer un nombre réduit de commandes. Et qui dit un nombre réduit, c'est-à-dire des commandes de grande quantité. Et les commandes de grande quantité signifient de l'espace pour accueillir les stocks. Et donc, le coût du stockage serait élevé. Inversement, si l'on cherche à réduire le coût du stockage, eh bien, il faut passer des commandes de petite taille. Et donc, des commandes récurrentes, régulières, fréquentes. Ce qui fait que le coût d'obtention des commandes sera élevé, puisque le coût d'obtention de commandes serait le coût de passation d'une commande, qui multiplie plutôt le nombre de commandes passées pendant la période. Et donc, plus le nombre de commandes est élevé, plus les charges liées à l'obtention des commandes, ou bien à la passation des commandes, est très élevée. Au niveau de la possession, il faut des charges à prévoir. Ces charges sont liées au loyer des entrepôts, à l'assurance du stock lui-même, au gardiennage. Et bien, c'est ce qu'on appelle tout court le coût du stockage. C'est le coût du stockage. Et ce coût du stockage, il est calculé sur toute l'année ou bien sur toute la période. Eh bien, c'est le coût d'un article stocké multiplié par le niveau du stock moyen. Et le stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2. Nous reviendrons sur les formules par la suite. Le coût de l'insuffisance du stock, eh bien, c'est des coûts cachés en quelque sorte, puisque l'entreprise doit subir les conséquences de pénurie de matière. Ces conséquences vont apparaître au niveau des ventes qui seront reportées ou bien différées, des ventes qui risquent d'être perdues, des arrêts au niveau de la production, et lorsque les machines et la main-d'œuvre ne travaillent pas, ne sont pas chargés, eh bien, il y a les charges fixes qui sont supportées par l'entreprise, même si le niveau d'activité ou de production est remis à zéro. Donc, le coût de gestion du stock sera constitué de 3 formes de coûts: le coût d'obtention, le coût de possession et le coût de l'insuffisance des stocks. Pour l'entreprise, l'enjeu c'est de réduire le coût de gestion de stock, et nous présenterons un modèle par la suite qui permet de calculer le coût de gestion du stock. Alors, le coût de gestion du stock, si on lui ajoute le coût d'achat d'un article stocké, eh bien, on aura ce qu'on appelle le coût du stock. Et donc, le coût du stock est constitué du coût de gestion de stock, c'est-à-dire les 3 coûts: le coût d'obtention, le coût de possession et le coût de rupture ou bien de l'insuffisance, plus le coût d'achat des articles stockés, parce que chaque article stocké, c'est de l'argent mobilisé. Au lieu de faire tourner des sommes d'argent importantes, eh bien, ces sommes d'argent, elles dorment au niveau du stock. Et donc, pour l'entreprise, c'est un manque à gagner. Et donc, les achats supplémentaires génèrent une mobilisation des ressources au niveau du stock. C'est de l'argent qui dort, et donc ça génère du coût pour l'entreprise. Sinon, c'est un manque à gagner ailleurs, puisque cet argent peut être, je dirais, utilisé dans des activités, je dirais, rentables. Alors, le coût du stock donc sera constitué à la fois du coût de gestion du stock et du coût d'achat des articles stockés. Alors, d'où l'importance donc de ce coût de stock au niveau de l'entreprise, et l'importance d'introduire ou bien de faire appel à des méthodes de gestion de stock. La littérature regorge d'un certain nombre de modèles et de formalisation permettant de gérer les stocks de façon assez fluide
et de rendre leur gestion mécanique ou bien automatique et donc d'aboutir, je dirais, à des coûts plus ou moins réduits. Alors la gestion optimale du stock nécessite tout d'abord, il faut le rappeler, la disponibilité d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre de données. Ces données sont liées à, premièrement, la cadence d'approvisionnement. La cadence d'approvisionnement, c'est-à-dire combien de commandes on passe chaque mois, chaque trimestre, chaque année, chaque semestre, c'est le nombre de commandes à passer et donc le nombre de livraisons à réceptionner. Les délais de livraison également, c'est important parce que la gestion, je dirais, visible, la visibilité de la gestion des approvisionnements nécessite d'avoir une idée sur les délais de livraison parce que si le délai de livraison n'est pas bien connu, n'est pas bien calculé ou bien n'est pas respecté par le fournisseur, alors on risque d'avoir des pénuries puisque les consommations qui séparent la date de passation de commande de la date de la réception de la livraison, ce délai-là peut dépasser, je dirais, le délai que peut couvrir le stock existant, c'est-à-dire le stock de sécurité. Troisième information qu'il faut avoir, eh bien, c'est les niveaux de sécurité pour limiter les risques de rupture des stocks. L'entreprise doit bien calculer son stock de sécurité, un stock tampon, une réserve de matières et de composants qui doivent être maintenus et conservés par l'entreprise. Et ce stock, généralement, il est pour finalité, pour rôle de couvrir la consommation pendant les délais de livraison en cas de rallongement de délai ou bien en cas de problème qui survient. D'accord ? Et donc, le stock de sécurité, il est là pour garantir, je dirais, un minimum de rupture des stocks. Alors, avec ces éléments-là, donc, on peut déjà commencer à formaliser les méthodes de gestion du stock. Et dans la perspective de formaliser, nous avons besoin de définir un certain nombre de concepts, d'où l'importance de définir, je dirais, les concepts suivants. Premièrement, le premier concept que nous allons utiliser incessamment ici et de façon répétitive, c'est le stock actif ou bien ce qu'on appelle la quantité économique. Alors, c'est quoi le stock actif ? Le stock actif et le stock inactif. Le stock inactif, c'est le stock qui dort et le stock actif, c'est le stock qui bouge. C'est-à-dire, il entre et il sort. Il entre dans les dépôts et puis il sort pour la consommation. Les sorties du stock, c'est pour la production et les entrées, c'est les réceptions. Alors, la quantité économique ou bien le stock actif, c'est la quantité de matière ou bien de produits qui entre en stock à chaque livraison et qui est consommé. Et donc, il entre et il sort pour qu'il soit consommé pendant la période. Alors, c'est ce stock actif. Le reste, c'est un stock, je dirais, inactif et il va dormir dans les entrepôts et en dormant, il va générer des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Le stock de sécurité, eh bien, c'est une réserve de stock que l'entreprise détient. Une réserve de stock que l'entreprise détient pour faire face à deux choses. Premièrement, faire face à une accélération de la consommation pendant le délai de réapprovisionnement. Parfois, vous passez la commande et vous n'aurez droit à la livraison que 15 jours après. Et pendant les 15 jours qui séparent la date de commande et la date de livraison, eh bien, vous avez reçu des commandes supplémentaires. Ce n'est pas une raison pour, je dirais, ne pas accepter ces commandes. Si vous avez un stock de sécurité, eh bien, vous pouvez accepter ces commandes et la consommation liée de matière liée à la production et à la réalisation de cette commande sera assurée grâce au stock de sécurité. Et donc, ce stock de sécurité est là pour gérer les imprévus. Le stock de sécurité également permet de faire face à un retard de livraison qui pourrait allonger le délai de réapprovisionnement. Parfois, généralement, le client, le fournisseur plutôt, il est tenu de respecter le délai de livraison, mais il y a des aléas qui dépassent le fournisseur autant que l'entreprise, tels que par exemple des grèves au niveau du transport international, bien national, des intempéries, je sais pas, des guerres qui se déclenchent entre pays, et donc la circulation des matières et des moyens de transport est presque impossible. Et donc, il y aurait toujours un risque de retard de livraison et l'entreprise, pour se prémunir contre ce retard, elle a intérêt à constituer un stock de sécurité. Ce stock de sécurité, donc, son importance n'est pas à démontrer puisque déjà, il permet de couvrir l'entreprise contre deux risques, l'accélération de la consommation pendant le délai de réapprovisionnement et puis faire face à un retard de livraison. Mais quel doit être le niveau de stock de sécurité ? Alors, pour réduire ces risques-là, le risque de pénurie et de retard de livraison,
eh bien, il suffit de constituer un stock de sécurité important. Mais ce stock de sécurité important a un effet sur le coût du stockage. C'est la raison pour laquelle le niveau de stock de sécurité ne doit être ni trop faible, ni trop important. Trop faible, il générerait un coût de stockage minimisé, ou bien faible, mais il risque d'occasionner des risques de rupture. Et trop important, le risque de rupture est réduit, mais le coût du stockage est élevé. Et donc, le niveau de stock de sécurité doit être fixé de façon empirique, c'est-à-dire en fonction de l'expérience et de l'intuition des responsables de l'entreprise. Chaque cas est un cas. Il n'y a pas de méthode à suivre pour fixer même si on peut introduire un certain nombre d'informations liées à la consommation par jour, à la consommation par heure, à la consommation par mois. Et on peut pondérer cette consommation par un coefficient lié à l'augmentation de l'activité ou à la diminution de l'activité. Mais généralement, le niveau de stock de sécurité il est fixé en introduisant une dose d'empirisme et de réalisme, c'est-à-dire en fonction de l'expérience de l'entreprise et de l'intuition de ses dirigeants. Deuxième concept, troisième plutôt, le premier concept c'est le stock actif, le deuxième c'est le stock de sécurité, troisième concept c'est le stock critique. C'est quoi le stock critique ou bien le stock de réapprovisionnement? Eh bien c'est le niveau du stock qui déclenche la commande. C'est-à-dire, dans la perspective de rendre les approvisionnements mécaniques, eh bien, nous avons intérêt à calculer un stock critique. Une fois atteint ce niveau, un voyant s'allume pour dire qu'il faut automatiquement passer la commande. Une fois on passe la commande, eh bien, on peut se reposer puisqu'on a la garantie que le stock de sécurité est suffisant pour consommer avant la prochaine réception des matières et des composants. Donc ce stock de critique, c'est un stock de réapprovisionnement. C'est le niveau de stock que l'entreprise doit surveiller. Une fois il est atteint, et bien automatiquement on déclenche une commande. Ce stock de critique inclut le stock de sécurité s'il existe. Si le stock de sécurité existe, eh bien il doit faire partie de ce stock, je dirais, critique. Et donc le stock critique serait calculé de la façon suivante. La consommation par jour multipliée par le délai de livraison, 15 jours, 20 jours, plus un stock de sécurité. Puisque le stock de sécurité doit être toujours conservé, on ne peut pas toucher. Le stock de sécurité, on ne le touche pas, on ne le consomme pas, sauf exception lorsqu'il y a un retard imprévu ou bien une augmentation de la cadence de la consommation, bien du rythme de consommation pendant le délai de réapprovisionnement. Le stock d'alerte ici, c'est le stock critique lui-même. On l'appelle également point de commande parce qu'il a plusieurs appellations. Il doit permettre de couvrir la consommation normale pendant la période de réapprovisionnement, c'est-à-dire la période qui sépare la date de réception et la date de la prochaine commande et la livraison. Et il doit également permettre de couvrir une accélération éventuelle de la demande, c'est-à-dire la demande en composant, c'est-à-dire la consommation pendant cette période, et couvrir également certaines incertitudes liées au délai de livraison. Et donc, le stock critique ici, bien le stock d'alerte, il contient le stock de sécurité, et ce stock de sécurité lui-même, il joue les deux fonctions que nous avons définies tout à l'heure, c'est-à-dire se prémunir contre l'accélération de la, je dirais, consommation pendant le délai de réapprovisionnement et également couvrir l'entreprise contre une rupture éventuelle de stock. Alors une petite application sur le calcul du coût du stock actif, du stock critique. À partir de la formule que nous avons établie tout à l'heure, stock critique c'est la consommation par jour fois le délai de livraison plus le stock de sécurité. Donc nous avons ici un stock actif mensuel de 450 produits et un stock de sécurité de 75 produits. Alors cet exemple, donc, c'est lui-même que vous avez sur le support déposé sur la plateforme. Alors le délai de livraison il est de 15 jours. On demande de déterminer le stock de réapprovisionnement ou bien le stock critique. Alors nous avons ici les éléments dont nous avons besoin pour le calcul. Le stock actif il est de 450 produits par mois. Le rythme de consommation on le calcule en rapportant le stock actif à la consommation, au nombre de jours. Donc on aura 450 sur 30, c'est 15 produits par jour pour trouver la consommation pendant le délai de livraison.
le délai de livraison il est de 15 jours et donc on aura le stock critique, c'est la formule. Consommation par jour, c'est 15 produits par jour, fois le délai de livraison 15 jours, plus le stock de sécurité qui est de 75 et donc on aura 300 produits, c'est le stock critique minimal que l'entreprise doit surveiller. Chaque fois que le stock atteint 300, eh bien, il faut passer de façon automatique la commande. Alors, cette logique vient ce souci d'éviter les ruptures de stock à partir de la surveillance du stock critique et de sécurité, donc peut être schématisé de la façon suivante. Nous avons, ça c'est le stock, hein, c'est le stock, c'est l'entrepôt. En bas, vous avez un stock de sécurité qui est de 75 et à maintenir. Donc c'est une manière un peu de dire qu'il est interdit de consommer du stock de sécurité, mais cette interdiction serait levée lorsque il y a un retard de la livraison de la part du fournisseur ou bien il y a une augmentation de la consommation pendant la période d'attente. Alors, le stock de sécurité est 75, nous avons le délai de livraison, il est de 15 jours, et pendant les 15 jours, on consomme 225. 225, c'est la consommation pendant le délai de livraison. 225, c'est 15 produits par jour, fois 15 jours, 225. Et on aura donc le niveau du stock critique. Le stock critique, il comporte le stock de sécurité et la consommation pendant le délai de livraison. 225 plus 75, c'est 300. Alors, une fois on a atteint le stock critique de 300, et ben on passe automatiquement la commande. L'objectif de la gestion des approvisionnements, c'est de rendre mécanique la passation des commandes, les réceptions, etc. Tout est géré de façon mécanique, mais la gestion mécanique nécessite une certaine stabilité, c'est-à-dire une certaine maîtrise sur les délais, sur les fournisseurs, et ainsi de suite. Nous verrons ces hypothèses dans la formalisation du modèle de Wilson. Alors, donc, on passe la commande une fois le stock atteint 300 et on attend. Alors, le moment de la livraison, eh bien, l'approvisionnement, on aurait reçu une quantité Q. Avec cette nouvelle réception, le niveau de stock augmente, donc on aurait fait le plein, d'accord, au niveau de l'entreprise, de l'entrepôt, et on va, je dirais, attendre. On n'aura pas besoin de passer la commande tout de suite parce que nous pouvons consommer sur cet intervalle qui sépare la réception qui sépare la réception du stock de critique. Donc une fois la commande arrive, il y a réception, on aura le niveau du stock augmente, on consomme jusqu'à atteindre le stock critique, on passe la commande et on attend. On peut consommer sans rien craindre parce que le délai de livraison est couvert par ce qui reste de 125 sans pour autant toucher au stock de sécurité. Et de cette façon, si on surveille, si on calcule notre stock de sécurité, et si on calcule la consommation pendant le délai de livraison, et si le fournisseur respecte le délai d'approvisionnement, de livraison déclaré, promis, eh bien, la gestion des approvisionnements se fera de façon mécanique et de façon optimale. On n'aurait rien craint, ni pour ce qui est du surstockage qui génère un coût, ni pour ce qui est de la rupture qui génère un coût au niveau de la production et des ventes. Le modèle de Wilson, nous allons donc l'appeler pour calculer la quantité économique parce que ici, comme je viens de le préciser, l'approvisionnement se fait en quantité Q. Mais quelle est cette quantité? Si la quantité est importante, on aurait dépassé, d'accord, ce qui est souhaité et le coût du stockage augmente. Et donc, nous avons besoin de calculer la quantité économique. Cette quantité, c'est une quantité qui évite le surstockage et donc il permet d'éviter le coût supplémentaire et une quantité, je dirais, relativement suffisante pour éviter la rupture du stock. Alors pour calculer cette quantité économique, nous avons besoin, je dirais, de faire appel à un modèle bien connu dans la littérature, c'est le modèle de Wilson. Alors la question à laquelle à laquelle le modèle de Wilson cherchera d'apporter des éléments de réponse,
c'est quelle est la quantité économique à commander afin de minimiser le coût de gestion du stock et rendre automatique les procédures de réapprovisionnement. Donc une fois on calcule la quantité économique, eh bien toute la gestion des approvisionnements devient automatique. On passe la commande d'une quantité Q, c'est la quantité optimale, la quantité économique. On attend la réception fait augmenter les stocks, on se repose, on consomme jusqu'à le stock de critique, on passe la commande, on attend la livraison. À la livraison, le niveau du stock à nouveau augmente à nouveau et la gestion se fera de façon, je dirais, automatique. Alors chaque modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité et généralement, le modèle, c'est une abstraction du réel et l'abstraction part d'un certain nombre d'hypothèses. Alors quelles sont les hypothèses admises par le modèle de Wilson? Premièrement, on suppose que les consommations sont régulières. Les consommations sont régulières, c'est-à-dire le nombre d'articles qu'on consomme chaque jour, chaque mois est le même. C'est-à-dire que l'entreprise a une même cadence de production et aucun élément, aucun phénomène fâcheux, je dirais, ne risque de perturber cette régularité des consommations. Donc les consommations sont régulières, c'est-à-dire que nous avons une certaine visibilité sur la production, sur les commandes, de sorte qu'on consomme chaque jour la même quantité et on peut calculer la consommation par jour. Pas de stock de sécurité, oui, même si dans la réalité, le modèle peut, je dirais, épouser un cas où il y a un stock de sécurité. Donc, on n'a pas besoin de stock de sécurité puisque les consommations sont régulières. Et donc, pourquoi avoir un stock qui génère un coût supplémentaire puisque les consommations sont régulières, puisque nous avons, je dirais, une certaine visibilité sur l'avenir. Troisième hypothèse, c'est la docilité du fournisseur, c'est-à-dire tout simplement que le fournisseur obéit, il est obéissant, il obéit, je dirais, à l'entreprise, et un fournisseur obéissant, docile, c'est quelqu'un qui respecte, je dirais, les délais, et donc on ne craint rien sur le retard, et donc on n'aura pas besoin de stock de sécurité comme prévu dans l'hypothèse 2. Quatrième hypothèse, c'est l'unicité du tarif du fournisseur, c'est-à-dire que le fournisseur nous livre les articles au prix unique. Donc pour chaque matière M1, matière M2, pour chaque composant C1, C2, le prix pratiqué par le fournisseur est le même. Cela suppose qu'il y a une certaine stabilité des prix. Le fournisseur n'augmente pas les prix et sur le marché, il y a une certaine stabilité des prix, de sorte qu'il n'y a pas de raison à ce que pour une matière, on facture des prix différents, sur des périodes différentes. Alors pour cela, nous allons retenir les notations suivantes. On va retenir grand C, la consommation de la période en quantité. Petit f, c'est le coût d'obtention d'une commande. Pour passer une commande, il y a un coût à supporter. Le téléphone, le courrier, les appels téléphoniques, les emails envoyés, tout cela, c'est des coûts. Donc, on l'appelle également le coût de passation d'une commande. Le coût d'obtention d'une commande, petit f, c'est également le coût de passation d'une commande. Petit t, c'est le taux de possession du stock par an. Le taux, il est exprimé en pourcentage de possession du stock par an. C'est le coût du stockage par an d'une unité de matière. Donc, on va calculer le stock moyen. P, c'est le prix d'un article stocké. C'est le prix d'achat d'un article acheté et stocké. Et donc, P fois T, c'est le coût de possession par an d'une unité de matière. P, c'est le prix d'achat d'un article stocké fois le taux de possession du stock de cet article sur toute l'année. Et donc, on aura P fois T, c'est le coût de possession par an d'une unité de matière stockée. Les variables à déterminer sont donc grand Q, c'est la quantité économique, mais également le grand N, c'est le nombre de commandes à passer pendant la période, c'est la cadence. Et avec, bien sûr, grand N, c'est grand C, c'est la consommation de la période en quantité divisé par la quantité économique. Ou bien, grand C, c'est N fois Q, ou bien encore Q, c'est C sur N. On peut jouer, d'accord, sur les paramètres C, c'est-à-dire les mettre en relation N, mettre en relation C et Q pour obtenir N, mettre en relation C et N pour obtenir Q, et mettre en relation N et Q pour obtenir C. Donc c'est un jeu de calcul qui ne doit pas poser problème. Alors comment formaliser le problème?
Alors, nous avons tout d'abord un coût que nous avons défini comme étant le coût d'obtention des commandes, K1. Nous avons noté K1, le coût d'obtention des commandes. C'est quoi le coût d'obtention des commandes? Comment il est calculé? Eh bien, c'est le coût d'une commande qui est multiplié le nombre de commandes. Le coût de passation d'une commande, c'est F, fois le nombre de commandes, N. Donc, K1, c'est F, comme nous l'avons défini au niveau des notations de tout à l'heure. F, c'est le coût d'obtention, bien de passation d'une commande, fois le nombre de commandes. Et puisque N, c'est C sur Q, et donc on peut écrire K1 est égal FC sur Q. F, c'est le coût de passation d'une commande, fois C sur Q, C sur Q, c'est N, c'est-à-dire le nombre de commandes, et C, c'est la consommation pendant la période, et Q, c'est la quantité économique. Le coût de possession du stock K2, le coût de possession du stock K2, eh bien, c'est le stock moyen qui multiplie le coût de possession d'un article stocké, c'est-à-dire P fois T. C'est le stock moyen qui multiplie P fois T, c'est-à-dire le coût de possession d'un article sur une année. Alors, c'est quoi le stock moyen? Le stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2. Alors, nous avons ici l'absence d'un stock de sécurité, puisque dans le modèle, on n'a pas besoin d'un stock de sécurité, donc le stock initial est égal à 0. Sinon, le stock initial de la période, c'est le stock de sécurité, qui est lui-même le stock final que la période précédente doit laisser pour la période suivante. Si en début de période, donc, puisque le stock initial est égal à 0, et donc on aura l'approvisionnement se fera dès le début de la période, et donc notre stock initial, c'est la réception au début de la période Q. Et en fin de période, le stock final doit être égal à 0 parce qu'on n'est pas tenu de laisser quelque chose pour la période prochaine, et donc la période à venir, et donc le stock final sera égal à 0 puisque le stock de sécurité est égal à 0. Alors le stock moyen serait donc stock initial plus stock final sur 2, c'est-à-dire Q plus 0, le stock initial, la réception début de période, plus le stock final 0 divisé par 2, et donc on aura le stock moyen, c'est Q sur 2. Quel doit être alors K2, le coût de possession du stock? Eh bien c'est Q sur 2, le stock moyen, multiplié par P, le prix d'achat d'un article stocké, d'un article acheté et stocké, et T, c'est le taux de possession d'un article sur l'année, et il est exprimé en pourcentage. C'est quoi le coût de gestion du stock? Eh bien, c'est K qui est égal à K1 plus K2. K1 plus K2, c'est quoi K1? C'est F fois N, avec F, c'est le coût d'obtention d'une commande, N, c'est C sur Q, plus le coût de possession K2, c'est-à-dire Q sur 2, multiplié par P fois T. Alors, quel est l'objectif de la gestion des approvisionnements et de la gestion des stocks ici? Comme je viens de le dire tout à l'heure, l'objectif c'est de déterminer une quantité Q étoile qui minimise le coût de gestion du stock K. Qui minimise le coût de gestion du stock K. Alors, donc l'objectif c'est d'obtenir un coût de gestion du stock K le plus faible possible, c'est-à-dire minimisé. Alors, quand est-ce que K ici est minimum? Lorsque sa dérivée est égale à 0, je vous rappelle que et le stock K1 et le coût du stock K1 et le coût du stock K2, eh bien, tous les deux dépendent de la quantité à commander et donc de la quantité à réceptionner. K, c'est une fonction de la quantité, est égal à K1, c'est-à-dire F fois C sur Q plus K2, Q fois P fois T sur 2. Donc, il est minimum si K' est égal à 0. Nous allons donc faire la dérivée de la façon la plus normale possible. K' est égal donc D de Q sur D de K sur D de Q est égal à ici, la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées, donc moins FC sur Q au carré, parce que nous avons ici FC c'est une constante et Q c'est la quantité, donc c'est la variable, donc la dérivée de A sur X c'est moins A sur X au carré, plus la dérivée de Q fois P fois T sur 2, de la forme A fois Q, A ici c'est P fois T sur 2, et donc plus P fois T sur 2, tout cela doit être égal à 0, c'est-à-dire que FC sur Q au carré est égal à P fois T sur 2, ou bien Q au carré est égal 2 fois FC fois P, FC 2 fois FC sur P fois T, que donc ne peut être que la racine carrée. Voici la formule à retenir, que la quantité économique, donc c'est racine carrée de 2 fois FC sur P fois T. 2 fois F, c'est le coût de passation d'une commande. C, c'est la consommation pendant la période. P, c'est le prix d'achat d'un article stocké. Et T, c'est le taux de possession d'un article sur toute l'année. La quantité économique donc à retenir, c'est
racine carrée de 2 fois FC sur P fois T, et la cadence optimale d'approvisionnement N étoile serait calculée sur la base de la quantité optimale économique que nous avons obtenue. Donc c'est C sur Q étoile. C, je vous rappelle, c'est la consommation sur toute la période, comme nous le verrons par la suite au niveau d'un exercice d'application. Donc pour une quantité optimale Q étoile, le coût minimum de gestion de stock serait donc minimisé, et Q étoile serait donc FC sur Q étoile plus Q étoile fois P fois T. Alors là, en remplaçant Q étoile par racine carrée de 2 fois FC sur P fois T, chose que vous pouvez faire, je suis sûr que vous y arriverez. Prenez votre stylo, votre brouillon, et vous remplacez Q par racine carrée de 2 fois FC fois FC, racine carrée de 2 fois FC sur P fois T. Vous remplacez CQ étoile par racine carrée de 2 fois FC sur P fois T, et là, Q étoile fois P fois T, remplacez Q étoile par racine carrée de 2 fois FC sur P fois T, et vous aurez finalement une formule à retenir. K étoile, c'est le coût minimum de gestion de stock, il est égal à racine carrée de 2 fois FC fois P fois T. En tout cas, vous avez les racines dans la quantité économique et dans le coût minimum de gestion de stock. 2 fois F, F c'est le coût d'obtention d'une commande, C c'est la consommation pendant la période, P c'est le prix d'achat d'un article stocké, et T c'est le taux de possession du stock sur l'année. Alors le modèle de 800 donc, nous conduit donc à définir la quantité économique de la forme suivante. Quantité économique, c'est racine carrée de 2 fois FC sur P fois T, et la cadence optimale, c'est C sur Q étoile. Le coût du stock finalement, qui est le coût de gestion du stock plus le coût d'un article stocké, il est égal à racine carrée de 2 fois FC fois P fois T. Alors une application pour vous rapprocher un peu de ce modèle et pour vous familiariser avec ce modèle. Alors une entreprise prévoit une consommation annuelle de 10 800 d'un produit, 10 800 unités ou bien kilogrammes, ça dépend de l'unité de mesure. 10 800 ici, c'est la consommation pendant la période. Le coût de possession du stock, il est évalué à 8%, donc T égale à 0,08 de la valeur moyenne du stock détenu. Le coût de passation d'une commande est de 40 dirhams, c'est le petit f. Le prix unitaire d'achat du produit est de 30 dirhams, c'est-à-dire chaque unité de la matière achetée coûte pour l'entreprise en termes d'achat un prix de 30 dirhams, c'est le P que nous avons défini tout à l'heure. Alors la question est la suivante, déterminer la quantité économique à commander, et à partir de là, on vous demande de déterminer le coût minimum de gestion du stock. Alors là, les données telles que nous les avons donc formalisées au niveau des notations à retenir. Donc les notations, elles sont là pour que nous puissions, donc l'enseignant et les étudiants, parler le même langage. Donc nous avons besoin d'utiliser les mêmes notations. Grand C, ici c'est la consommation pendant la période, il est de 10 800. T, c'est le taux de possession du stock, il est évalué en pourcentage, et donc c'est 0,8% divisé par 100, c'est 0,08. F, ici c'est le coût de passation d'une commande, c'est 40. Et P, c'est le prix d'achat d'un article stocké, il est de 30 dirhams. Alors la quantité économique s'obtient directement en remplaçant chacun des paramètres par sa valeur dans la formule. Q étoile est égal à racine carrée de 2 fois FC sur P fois T est égal à 2 fois 40 F plus 10 800 divisé par 30 fois 0,08, c'est 600. C'est-à-dire que l'entreprise doit commander une quantité égale à 600 articles pour garantir un minimum de coût de stockage et pour se prémunir davantage de rupture éventuelle de stock. La cadence optimale serait donc, l'approvisionnement serait N est égal à 6 sur Q, c'est-à-dire 10 800 divisé par 500, à savoir 18 commandes. L'entreprise doit passer pendant l'année 18 commandes. Alors 18 commandes pendant l'année, donc une période de réapprovisionnement de combien? De 360 jours divisé par 18, c'est-à-dire 20 jours. Et l'entreprise donc aurait de cette façon calculé la quantité économique à passer chaque fois, c'est 600 à commander. Et puis la périodicité, chaque 20 jours, l'entreprise doit passer une commande. Le deuxième élément qui vous est demandé, qui nous est demandé de calculer, c'est le coût minimum de gestion des stocks. Et le coût minimum de gestion du stock, c'est K étoile est égal racine carrée de 2 fois FC fois P fois T, c'est 2 fois 40 fois 10 800 fois 30 fois 0,08. Donc vous avez toutes les données que vous avez relevées de
de l'application, égale à 1440. C'est le coût minimum de gestion de stock que l'entreprise doit supporter, et c'est un coût optimal parce que le coût du stockage ici il est réduit au minimum puisque l'entreprise a calculé la quantité économique. Alors ce modèle de Wilson, c'est un modèle, il est simple, certes, il permet de calculer la quantité rapidement et de calculer le coût minimum de gestion de stock, sauf que le maillon le plus faible du modèle, c'est ses hypothèses. Le maillon le plus faible, c'est ses hypothèses. Alors là, je remonte pour énumérer les hypothèses du modèle. Nous avons dit que le modèle est basé sur 4 hypothèses. C'est là où il pêche par, je dirais, la non-pertinence des hypothèses. Nous avons, la première hypothèse, c'est les consommations régulières, mais généralement, les consommations ne sont pas régulières. La consommation d'un mois n'est pas la consommation de l'autre, d'autant plus que certaines entreprises, je dirais, exercent une activité saisonnière. Et donc la consommation de juillet n'est pas la consommation de janvier, parce que les ventes de juillet ne sont pas les ventes et la production de l'autre mois, et ainsi de suite. Donc cette hypothèse, elle est à prendre avec beaucoup de prudence. La deuxième hypothèse, c'est la non-utilité du stock de sécurité. Or, les entreprises aujourd'hui, s'ils fonctionnent de façon continue et s'ils évitent un certain nombre de ruptures, c'est grâce au stock, c'est grâce au stock constitué. La docilité du fournisseur, oui, à un certain moment, pendant certaines époques, le fournisseur il est je dirais, à l'écoute de son client, mais aujourd'hui, donc, il y a avec je dirais la régionalisation des économies, avec l'incertitude qu'il y a. Aujourd'hui, vous avez un fournisseur et demain, vous pouvez avoir un autre, et ainsi de suite. L'unicité du tarif du fournisseur, cela suppose une certaine stabilité des prix sur le marché. Or, généralement, les marchés aujourd'hui sont fluctuants. Donc, le modèle n'est pas à rejeter, je dirais, en totalité, mais tout simplement à le prendre avec une certaine prudence, une certaine, je dirais, attention. Sinon, le modèle, il est intéressant dans la mesure où il permet de calculer la quantité économique. Cette quantité économique, c'est une quantité à commander, et avec cette quantité, il est possible d'éviter les ruptures et d'éviter le surstockage qui génère des coûts supplémentaires. La deuxième étape dans l'élaboration des budgets des approvisionnements portera sur la budgétisation proprement dite. C'est ce que nous allons voir la séance prochaine, Inch'Allah. Je tiens donc au terme de cette première section, de cette première étape liée à la gestion des approvisionnements et à la gestion à la prévision des approvisionnements et à la gestion des stocks. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la séance prochaine. Voilà donc, au revoir. Je vous remercie.